Le couteau trancha l'air comme un cri étouffé, et Simon sentit le sang chaud couler le long de son poignet avant même de comprendre que c'était le sien. « Tu n'es qu'une abomination, Simon » hurla sa mère, les yeux exorbités par une fureur qu'il n'avait vue qu'au pire soir de dettes impayées. Dans le silence qui suivit, il comprit que les années passées à trimer pour sa famille n'avaient été qu'un mensonge, un piège tendu pour le briser quand il oserait enfin être lui-même. Simon avait 8 ans la première fois qu'il avait vu son père frapper la table de la cuisine avec un poing rageur, les veines saillantes comme des cordes tendues sur un violon brisé. C'était dans leur petit appartement du 18e arrondissement, à Paris, où l'odeur de pain rance et de tabac froid imprégnait les murs jaunis. La famille comptait déjà 4 enfants, et les 2 derniers étaient en route, comme des bombes à retardement dans le ventre gonflé de sa mère, Élise. Pierre, le père, travaillait comme ouvrier dans une usine de pièces automobiles à Gennevilliers, rentrant chaque soir les épaules voûtées sous le poids d'un salaire misérable. Élise, ancienne couturière, avait abandonné son métier pour les couches et les biberons, ses doigts fins désormais calleux à force de lessives interminables. « On va s'en sortir » murmurait Pierre en serrant les dents, mais ses yeux trahissaient la panique. Simon, l'aîné, avait appris tôt à lire ces signes. À 8 ans, il aidait déjà, il surveillait les cadets pendant que sa mère accouchait des jumeaux, Thérèse et Lucien, dans une clinique gratuite aux murs écaillés. Il apprenait à consommer le lait en poudre diluée, à raccommoder les chaussettes trouées avec des aiguilles volées chez le voisin. Les voisins, ces Parisiens blasés au balcon fleuri de géraniums, les appelaient « la tribu des Montmartre », mais derrière les sourires forcés, il y avait des murmures, trop d'enfants, trop de bruit, trop de misère. À 12 ans, Simon troquait ses après-midi d'école contre des petits boulots. Il distribuait des flyers pour un glacier place du Tertre, ses jambes maigres courant entre les touristes émerveillés par les artistes de rue. L'argent, quelques euros froissés, allait directement dans la tirelire familiale, un bocal en verre fêlé caché sous l'évier. « C'est pour tes frères et sœurs, mon grand » disait Élise en l'embrassant sur le front, ses lèvres sèches comme du parchemin. Pierre hochait la tête, fier, mais distant, comme si l'affection était un luxe qu'il ne pouvait s'offrir. Les années passèrent en un tourbillon de cris et de rires étouffés. À 16 ans, Simon avait pris la taille de son père, mais pas sa carrure, il était élancé, avec des cheveux châtains qui tombaient en mèches rebelles sur ses yeux verts, héritage d'une grand-mère bretonne qu'il n'avait jamais connue. Il avait abandonné le lycée pour un apprentissage en plomberie, réparant les fuites des bourgeois du quartier pendant que ses cadets, maintenant 5 en tout, plus sa petite sœur cadette, Margot, grandissait dans l'ombre de ses sacrifices. Il payait les factures d'électricité quand Pierre perdait son emploi, achetait les uniformes scolaires quand Élise pleurait sur les fins de mois. La famille le surnommait « le pilier », mais Simon se sentait plus comme une poutre craquante, prête à s'effondrer sous le poids. C'est à 18 ans que le doute s'insinua, non pas comme une ombre, mais comme une lumière trop vive. Lors d'une fête foraine éphémère installée près du Sacré-Cœur, Simon avait croisé le regard d'un garçon aux boucles sombres et au sourire en coin. Théo. Il s'appelait Théo Laurent, fils d'un libraire du Marais, avec des yeux noisettes qui semblaient lire les âmes comme des pages jaunies. Ils avaient partagé une barbe à papa collante, parlé de Sartre et de jazz sous les guirlandes clignotantes. Ce soir-là, quand Théo avait effleuré son bras, Simon avait senti un frisson qui n'avait rien de fraternel. C'était le début d'un secret qu'il enfouit profondément, comme un trésor volé. Mais les secrets, à Paris, ont la fâcheuse habitude de suinter à travers les fissures. Simon rentrait tard, inventant des heures supplémentaires pour masquer ses escapades au café de Flore, où Théo l'attendait avec un café noir et des histoires de voyages rêvés en Italie. Leur relation naquit dans les ruelles pavées du quartier latin, entre baisers volés derrière les étals de fleurs et promesses chuchotées sous la pluie fine d'automne. Théo était étudiant en littérature à la Sorbonne, rêveur et passionné, avec une voix qui modulait les mots comme une mélodie de Debussy. « Tu es mon havre, Simon » murmurait-il en traçant des cercles sur sa peau, et Simon, pour la première fois, se sentait vu au non comme un pilier, mais comme un homme. Pourtant, la maison familiale était un bourdonnement constant de besoins. Margot, la Benjamine, avait besoin de cours de piano pour « s'en sortir », Lucien, le turbulent, réclamait des baskets neuves pour le foot. Élise, les cheveux grisonnants prématurément, confiait à Simon les factures impayées, « sans toi, on sombrerait ». Pierre, taciturne depuis une rechute au chômage, buvait plus, ses silences pesants comme des enclumes. Simon hochait la tête, serrait les dents, et glissait l'argent dans le bocal. Théo le questionnait, « Et toi, Simon ? Quand est-ce que tu vis pour toi ?» Mais Simon haussait les épaules, riant pour masquer le vide. « Bientôt » répondait-il, et Théo, avec sa patience infinie, l'embrassait plus fort.
Le premier craquement vint un soir d'hiver, quand la neige rare saupoudrait les toits de Montmartre comme du sucre glace. Simon rentrait d'une nuit passée chez Théo, les lèvres encore gonflées de baisers, quand il trouva la porte d'entrée entr'ouverte. À l'intérieur, ses frères et sœurs étaient rassemblés autour de la table, Élise au centre, un téléphone à la main. « C'est qui, ce Théo » demanda-t-elle d'une voix blanche, lisant un message sur l'écran fissuré de Simon, oublié sur le comptoir. Le monde de Simon bascula. Pierre surgit de la cuisine, une bouteille à la main, les yeux injectés de sang. « T'es comme ça ? Avec un mec ?» Les mots fusèrent comme des balles, abomination, dégoût, trahison. Simon tenta d'expliquer, de supplier, « J'ai tout donné pour vous. » Mais Élise pleurait, Pierre hurlait, et les cadets, terrifiés, se blottissaient les uns contre les autres. Le couteau surgit de nulle part, Pierre l'avait attrapé pour trancher du pain, mais dans la fureur, il le brandit. La lame effleura le poignet de Simon, pas profondément, mais assez pour que le sang tache le linoléum jauni. « Sors d'ici » gronda Pierre, et Simon, le cœur en lambeaux, obéit. Il erra dans la nuit parisienne, le froid mordant sa peau, jusqu'au bras de Théo, qui l'accueillit sans question, pansant la plaie avec des gestes tendres. « Il ne mérite pas ton amour » murmura Théo, mais Simon secoua la tête. « Ce sont ma famille. » Cette nuit-là, lové contre la poitrine de Théo, Simon pleura pour la première fois depuis l'enfance, et Paris, dehors, semblait indifférente à sa douleur. Les semaines suivantes furent un exil forcé. Simon squatta l'appartement exigu de Théo près de la Seine, un 2 pièces aux murs couverts de livres et de posters jaunis de films de Truffaut. Il trouva un job de intérim comme serveur dans un bistrot du Marais, slalomant entre les couples hétéros et les flirts discrets des habitués. Théo l'aidait, partageant ses maigres économies d'étudiant, mais la culpabilité rongeait Simon comme une rouille. Des appels anonymes de ses frères, « Reviens, maman est malade », le hantaient. Il imaginait Élise, affaiblie par le chagrin, Pierre noyé dans le whisky. Un soir, après une dispute où Théo l'accusa de se laisser consumer par le passé, Simon craqua. « Et si je retourne ? Juste pour parler. » Théo pâlit. Ils t'ont jeté comme un chien. Mais Simon, têtu, insista. Le lendemain, il se planta devant la porte familiale, le cœur battant. Élise ouvrit, les traits tirés, et sans un mot, le serra contre elle. « On peut arranger ça » murmura-t-elle. Pierre, en retrait, marmonna un vague pardon, et les cadets l'entourèrent, penauds. On parla de « thérapie », de « discrétion ». Simon, affamé d'affection, accepta. Il promit de cacher Théo, de redevenir le pilier. Mais les mensonges sont des chaînes. Simon rentrait tard chez Théo, épuisé par les doubles vies, ouvrier le jour, fils modèle la nuit. Théo sentait le froid s'installer entre eux, les baisers se raréfier. « Tu les choisis, eux » reprocha-t-il un soir, et Simon, blessé, partit en claquant la porte. Cette nuit-là, seul sur un banc près du pont des Arts, il comprit que l'amour, vrai, ne se négocie pas. Pourtant, le destin, ce farceur parisien, intervint. Une lettre arriva, Élise était hospitalisée, un ulcère perforé par le stress. Simon accourut, trouva la famille en miettes. Pierre, ivre de remords, confia « J'ai eu peur pour toi, fiston. Le monde est cruel. » Simon, ému, pardonna. Il veilla sa mère, paya les frais médicaux avec ses économies. Théo, apprenant la nouvelle, surgit à l'hôpital, les yeux rougis. « Je ne te lâche pas » dit-il simplement, et Simon, en larmes, l'embrassa devant tous. Ce fut le début d'une trêve fragile. La famille, contrainte par la maladie, accepta Théo du bout des lèvres. Les dîners devinrent des champs de mine, Pierre évitait les regards, Élise posait des questions maladroites sur « ce garçon ». Mais Simon, porté par l'amour de Théo, tenait bon. Il se promenait le long de la Seine, main dans la main, ignorant les regards obliques. Théo lisait des poèmes de Rimbaud à voix haute, et Simon riait, libre pour la première fois. Le printemps revint sur Paris comme une amante capricieuse, saupoudrant les parcs de crocus et de promesses. Simon et Théo emménagèrent ensemble dans un atelier reconverti du 11e arrondissement, un espace aux poutres apparentes et aux fenêtres donnant sur un jardin secret. C'était un cadeau de Théo, financé par une bourse inattendue pour un essai sur Proust. Simon, ému aux larmes, accrocha leur manteau côte à côte dans l'entrée étroite. « Notre chez nous » murmura-t-il, et Théo, taquin, répondit « Enfin, tu vis ». Les mois suivants furent un kaléidoscope de joie simple.
Simon gravit les échelons à l'usine, devenant contremaître, ses mains noircies par la graisse devenant des outils de précision. Le soir, il rentrait pour trouver Théo penché sur son bureau, les cheveux en bataille, composant des lettres d'amour en vers libre. Ils cuisinaient ensemble ratatouille épicée et vin rouge bon marché en écoutant Piaf ou du jazz de Sidney Bechet. Les nuits étaient des symphonies de corps entrelacés, de murmures fiévreux où Théo traçait des cartes imaginaires sur la peau de Simon, explorant chaque cicatrice comme un trésor. Pourtant, sous cette idylle, les ombres familiales persistaient. Élise, remise sur pied, appelée quotidiennement, et les enfants? Tu ne les vois plus? Pierre, sobre par intermittence, proposait des parties de pêche à la marne, maladroitement hétéroclites. Simon naviguait entre deux mondes, un pied dans le cocon amoureux, l'autre dans les sables mouvants du devoir. Théo, compréhensif au début, commença à grincer des dents. Ta famille te pompe l'air, Simon. Laisse-les voler de leurs propres ailes. Le conflit éclata lors d'un dîner familial forcé, organisé pour l'anniversaire de Margot. La table basse du salon était couverte de quiches industrielles et de salades flétries. Théo, invité par politesse, s'assit en bout, son sourire crispé comme un masque. Les frères de Simon au Lucien le footballeur, les jumeaux farceurs bombardèrent Théo de questions, t'es poète ou quoi? Pierre, mal à l'aise, servit du vin en trop grande quantité. Élise, avec son optimisme forcé, lança, vous deux, c'est stable, hein? Pas comme ces histoires qu'on voit à la télé. Théo blêmit, mais Simon coupa court, maman, arrête. La tension monta quand Lucien, éméché, lâcha, frangin, t'as toujours été bizarre, mais là. Pierre le fit taire d'un regard, mais le mal était fait. Théo se leva abruptement, renversant son verre. Je ne suis pas une curiosité, dit-il d'une voix tremblante, et quitta la pièce. Simon le suivit dans la cour, sous la pluie naissante. Reste, s'il te plaît. Pour moi. Théo, les yeux brillants, secoua la tête. Non, Simon. C'est toi qui dois choisir. Cette nuit-là, ils se réconcilièrent dans un café enfumé du Bastille, les mots coulant comme le Bourbon. Théo confia son enfance dorée mais solitaire, fils unique d'un père absent. Simon avoua sa peur viscérale de l'abandon. Je t'aime, dirent-ils en chœur, et rentrèrent enlacés, le monde extérieur effacé. Mais Paris, ville des amours impossibles, réservait ses tours. Théo reçut une offre, un poste d'assistant éditorial à New York, pour 6 mois, avec option de prolongation. C'est une chance, dit-il, excité, mais Simon sentit son estomac se nouer. Et nous? Théo rit, on survivra. Les avions volent dans les deux sens. Simon accepta, masquant son appréhension derrière des sourires. Les adieux à l'aéroport d'Orly furent déchirants, un baiser interminable, des promesses de Skype quotidien. Les premiers jours sans Théo furent un vide hurlant. Simon noya son chagrin dans le travail, réparant des canalisations comme si elles étaient ses propres veines brisées. La famille, sentant sa vulnérabilité, resserra ses filets. Élise l'invita à des dîners hebdomadaires, Pierre, repentant, l'emmena à un match de l'OM au Stade de France. Margot, 16 ans désormais, se confia, t'es mon héros, Simon. Ne les laisse pas te changer. Ces moments, doux amers, pensaient les plaisanciennes. Puis, la trahison frappa comme un éclair. Un appel de Théo, la voix brisée, Simon, j'ai rencontré quelqu'un. Ici, c'est différent. Libre. Les mots résonnèrent comme un glas. Simon, assis sur le bord du lit, sentit le monde s'effondrer. Libre? Et moi, je suis quoi? Une chaîne? Théo bafouilla des excuses à la solitude, la ville tentatrice mais Simon raccrocha, le cœur en cendres. Il erra dans Paris comme un fantôme, buvant dans des bars anonymes du Pigalle, ignorant les avances d'inconnus. La famille, alarmée par son silence, débarqua chez lui. Élise pleura, reviens à la maison, mon fils. Oublie ce garçon. Pierre, bourru, posa une main sur son épaule, les hommes se relèvent. Toujours. Simon, brisé, accepta. Il déménagea temporairement dans l'appartement familial, dormant sur le canapé usé, entouré de ses frères et sœurs comme un rempart illusoire. Les nuits étaient des tourments. Il revoyait les yeux de Théo, autrefois si tendres, maintenant voilés par la trahison. Des messages sporadiques arrivaient, pardon, Simon. C'était une erreur. Mais trop tard.
Simon bloqua le numéro, se jetant dans le rôle de l'aîné parfait. Il paya les dettes de Pierre, aida Lucien à trouver un stage, cousit les rêves de Margot. Pourtant, au fond, une braise couvait, la rage d'avoir tout donné pour être rejeté 2 fois. L'été arriva, lourd et moite, avec ses orages soudains. Lors d'une promenade solitaire le long des Champs-Élysées, Simon croisa un visage familier, Alexandre, un ancien collègue de l'usine, aux épaules larges et au regard franc. Alexandre, divorcé récemment, proposa un café. Ils parlèrent des heures, riant de souvenirs ouvriers. Pour la première fois depuis des mois, Simon se sentit léger. Alexandre l'invita à un concert de jazz au caveau de la Huchette, et sous les notes langoureuses de Miles Davis, leurs mains se frôlèrent. Un baiser, timide, c'est là le début d'une guérison fragile. Mais le passé n'est jamais loin à Paris. Théo revint, débarquant à l'improviste à l'appartement familial, valise à la main. « Je suis rentré pour toi, dit-il, les traits amaigris par le regret. » Élise, compatissante malgré tout, le fit entrer. Simon, confronté, sentit la colère bouillonner. « Tu m'as brisé, Théo. » Pour une illusion new-yorkaise. Théo pleura, supplia, « Laisse-moi réparer. » La famille observa, tendue, comme des spectateurs d'une tragédie grecque. Simon hésita. Alexandre, apprenant la nouvelle par un appel paniqué, offrit son soutien, « Choisis-toi, pour une fois. » Cette nuit-là, Simon arpenta les rues jusqu'à l'aube, le Seine comme miroir de son âme tourmentée. Au lever du soleil, il comprit, l'amour n'est pas une dette, mais un choix. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre, les feuilles du Luxembourg craquant sous les pas comme des avertissements fragiles. Simon, déchiré entre le fantôme de Théo et la promesse naissante d'Alexandre, choisit l'exil intérieur. Il quitta l'appartement familial pour un studio anonyme près de Belleville, un quartier bigarré où les odeurs d'épices maghrébines se mêlaient aux klaxons des taxis. Le loyer, modeste, bouffait la moitié de son salaire, mais c'était le prix de la liberté ou une liberté qu'il payait en insomnie et en café trop fort. Théo ne renonça pas. Il bombardait Simon de lettres manuscrites, glissées sous la porte ou déposées chez ses frères, des pages où il disséquait son erreur, invoquant Baudelaire et les « fleurs du mal » de leur séparation. New York m'a montré ce que j'avais perdu, toi, mon encre. Simon les lisait en secret, le cœur serré, puis les brûlait dans l'évier, les flammes dansant comme des démons moqueurs. Alexandre, patient, l'invitait à des balades à vélo le long du canal Saint-Martin, où il parlait de tout sauf de l'amour. Alexandre, avec sa barbe poivre et sel et son rire tonitruant, était un baume, solide, sans complications, un homme qui avait connu la perte et en était sorti plus fort. La famille, de son côté, oscillait entre soutien et ingérence. Élise appelait pour des nouvelles, sa voix chevrotante masquant une culpabilité persistante. « On t'a fait du mal, Simon. Mais on s'améliore. » Pierre, sobre depuis un mois grâce à un groupe d'entraide, envoya une carte postale de Deauville, avec une phrase maladroite, « Fierté de toi, fiston. » Les cadets, eux, étaient le rayon de soleil. Margot confia ses premiers émois hétéros, Lucien demanda des conseils pour un rendez-vous galant. Simon rit, réalisant que ses sacrifices avaient porté fruit et il grandissait, indépendant. Pourtant, le chaos traoguettait, tapi dans les ombres des boulevards. Un soir de novembre, pluvieux et venteux, Simon rentra tard d'une intervention d'urgence, une canalisation éclatée dans un hôtel chic de l'Opéra. Trempé, il trouva Théo assis sur les marches de son immeuble, transi, un bouquet de roses fanées à la main. « Je pars demain pour Lyon, un nouveau job. Mais avant. Écoute-moi. » Simon, épuisé, le fit entrer. L'appartement, exigu, semblait rétrécir sous le poids des non-dits. Théo parla des heures, de sa trahison, née d'une peur irrationnelle de l'engagement, amplifiée par l'anonymat new-yorkais. « J'ai cru que la distance effacerait mon amour pour toi. Erreur fatale. » Il tendit une photo eux deux, au festival du film gay et lesbien de Paris, riant sous la pluie. Simon, les larmes aux yeux, toucha l'image du bout des doigts. « Et maintenant, murmura-t-il. » Théo s'approcha, leur souffle se mêlant. Le baiser fut un raz-de-marée, passionné, désespéré, chargé de tous les regrets. Ils firent l'amour sur le lit étroit, corps et âme se retrouvant dans une urgence presque violente. Le matin apporta la lumière crue. Simon, levé contre Théo, sentit la braise de la colère se rallumer. « Tu ne peux pas débarquer comme ça, après tout. » Théo hocha la tête, « Je sais. Laisse-moi prouver. » Ils convinrent d'une trêve, Théo à Lyon, des visites,
une reconstruction lente. Simon, le cœur en bataille, accepta. Alexandre, informé par un appel honnête, réagit avec grâce, si c'est lui, tant mieux. Tu mérites le bonheur. Mais au fond, Simon doutait de la confiance, une fois brisée, se recolle avec des fissures invisibles. Noël approcha, et avec lui, la réunion familiale inévitable. Élise insista, toute la tribu, Simon. Pas d'excuses. Il invita Théo, test ultime. La maison de Montmartre, parée de guirlandes bon marché, bruissait d'excitation. Pierre, sobre, trancha la dinde avec une précision nouvelle, Élise servit du vin chaud aux épices. Les cadeaux s'empilèrent, un foulard pour Simon, tricoté main par sa mère, un livre sur les plombiers célèbres, blague d'Alexandre qui n'était pas là mais avait envoyé un mot. Théo arriva en retard, nerveux, un sac de fromage lyonnais en offrande. La glace se brisa lentement, Lucien taquina Théo sur son accent, provincial, Margot rougit en le complimentant sur son pull. Pierre, après un silence, leva son verre, à la famille. Élargi. Élise, émue, serra la main de Théo, merci d'aimer mon fils. Simon, observant, sentit un poids s'envoler. Pour la première fois, les rires étaient sincères, les regards complices. Mais la nuit de Noël, dans la chambre d'ado de Simon reconverti en débarras, Théo murmura, c'est réel, hein? Pas un rêve. Simon l'embrassa, réel comme Paris sous la neige. Ils firent l'amour doucement, le monde extérieur effacé par leurs murmures. Le nouvel an apporta un sursaut de joie. Simon et Théo passèrent la soirée au champ de Mars, sous la tour Eiffel illuminée, entourés d'amis du Marais. Les feux d'artifice éclatèrent, miroir de leur cœur en fusion. Alexandre, présent en ami, leva son verre, à de nouveaux chapitres. Simon, grisé, osa rêver d'avenir, un voyage en Bretagne, peut-être, pour montrer à Théo les racines bretonnes de ses yeux verts. Pourtant, janvier ramena les ombres. Élise confia à Simon un secret, Pierre avait replongé, une dette de jeu cachée. Il a peur pour l'avenir, dit-elle. Simon, prévisible, offrit son aide financière. Théo, apprenant, fronça les sourcils, encore. Tu te saignes pour eux. Une dispute éclata, la première depuis la réconciliation. C'est ma famille, cria Simon. Théo, blessé, partit pour Lyon sans un mot. La solitude revint, plus aigre. Simon travailla comme un possédé, réparant les fuites des autres pour ignorer les siennes. Des appels de Théo, sporadiques, tentaient de recoller, je t'aime, mais apprends à poser des limites. Simon raccrochait, rageur. Alexandre, sentant le vent tourner, proposa une escapade à la campagne. Ils passèrent un week-end à Giverny, marchant dans les jardins de Monet, où les nymphéas flottaient comme des souvenirs apaisés. Là, sous un saule pleureur, Alexandre confia, je t'attends, Simon. Sans pression. Le baiser qui suivit fut doux, exploratoire, un phare dans la tempête. De retour à Paris, le destin frappa fort. Un appel paniqué de Lucien, papa a fait une connerie. Il a volé à l'usine. Pierre, désespéré par les dettes, avait piqué des pièces pour revendre. L'entreprise, celle de Simon, menaçait de porter plainte. Simon, dévasté, se précipita. Il négocia avec son patron, offrit sa prime de fin d'année pour étouffer l'affaire. Pierre, arrêté brièvement, sortit sous caution, le visage ravagé. « Je suis un lâche, fiston », murmura-t-il. Simon, en larmes, le serra, on va s'en sortir. Ensemble. Théo, alerté par Margot, débarqua de Lyon. Voyant Simon effondré dans la cuisine familiale, il l'enlaça sans un mot. « Je suis là », dit-il simplement. Cette nuit-là, ils dormirent côte à côte sur le canapé, un rempart contre la tourmente. Le lendemain, Théo confronta Pierre, « Votre fils n'est pas votre bouc émissaire. Apprenez à l'aimer tel qu'il est. » Pierre, surpris par cette franchise, hocha la tête, « Je essaie, gamin. » Cette crise, paradoxalement, c'est la désalliance. Simon imposa des limites, plus d'argent facile, mais une thérapie familiale. Élise s'y plia, Pierre suivit. Théo, renforcé, proposa, viens à Lyon un mois. Respire. Simon accepta, laissant Alexandre avec un baiser d'adieu amical. Lyon, ville aux deux fleuves, accueillit Simon comme une étreinte fraternelle. Théo l'installa dans son appartement haussmannien du Vieux Lyon, avec vue sur la Saône scintillante.
Les jours s'étirèrent en une routine bienfaisante, matin paresseux au lit, café au soleil sur la terrasse, après-midi où Théo enseignait à l'université et Simon explorait les traboules secrètes, ces passages voûtés comme des veines de la ville. Le soir, ils dînaient de quenelle et de Beaujolais, parlant de tout ou de Balzac et des révolutions ouvrières, de leurs peurs enfouies. Théo avait changé, plus mûr, ses boucles sombres striées d'une mèche grise précoce, fruit des nuits blanches new-yorkaises. Il écrivait un roman, inspiré par leur histoire, des chapitres où l'amour gai se heurtait aux murs invisibles de la société française. Simon, curieux, lisait les brouillons, corrigeant les descriptions techniques d'un plombier en herbe. Tu es mon muse, taquinait Théo, et Simon rougissait, se sentant pour la première fois complet. Des nouvelles de Paris filtraient comme des gouttes, la thérapie familiale progressait. Élise appelait, sa voix plus légère, Pierre parle de toi avec fierté, maintenant. Margot envoyait des selfies de ses auditions de théâtre, Lucien des vidéos de buts marqués. Simon, distant mais connecté, imposait ses bornes, je vous aime, mais je vis ma vie. Pierre, en ligne rare, envoya un SMS laconique, merci pour le sauvetage. Je te dois une fierté. Pourtant, sous cette paix, un malaise grandissait. Alexandre contacta Simon, je pars pour Marseille. Nouveau départ. Mais je t'oublierai pas, le ton, teinté de regret, réveilla la culpabilité en Simon. Était-il égoïste, jonglant avec les cœurs comme un funambule parisien? Théo, sentant le trouble, organisa une escapade, un week-end à Annecy, lac turquoise et montagnes enneigées. Là, lors d'une randonnée au clair de lune, Théo mit un genou à terre non pour une bague, mais pour une promesse, épouse-moi, pas demain, mais quand tu seras prêt. En France, où l'amour est loi depuis toujours. Simon, ému, accepta d'un baiser. Ce fut le sommet d'un bonheur pur, un pic avant la chute. De retour à Lyon, la trahison surgit, inattendue et viscérale. Théo, un soir, rentra tard d'une conférence universitaire, les traits tirés. Simon, inquiet, fouilla son téléphone, geste qu'il regretta aussitôt. Des messages d'un collègue, Julien, cette nuit était magique. Recommençons. Le cœur de Simon s'arrêta. Julien, un jeune professeur charismatique, aux yeux bleus et au sourire conquérant. Théo, confronté, avoua, c'était une erreur, une fois. La pression du livre, la solitude quand tu étais à Paris. La fureur de Simon fut un volcan. Encore? Tu m'as trahi 2 fois, hurla-t-il, jetant le téléphone contre le mur. Théo pleura, supplia, c'est la fin de moi sans toi. Mais Simon, brisé, partit dans la nuit lyonnaise, marchant le long de la Rhône jusqu'à l'aube. Il prit un train pour Paris, le billet acheté d'une main tremblante. À Montmartre, la famille l'accueillit comme un naufragé. Élise le serra, devinant le drame, l'amour vrai ne blesse pas ainsi. Pierre, pour la première fois, l'embrassa sur les 2 joues, reste avec nous, fiston. On est à force. Les cadets l'entourèrent, une bulle de chaleur. Simon, hébété, accepta un lit dans sa ancienne chambre, les posters jaunis comme des reliques. Les jours suivants furent un brouillard. Il reprit le travail, réparant les tuyauteries avec une rage contenue. Alexandre, de Marseille, envoya un message, si tu as besoin, je suis là. Simon répondit, honnête, peut-être. Théo appelait, laissait des voicemails déchirants, je me bats pour nous. Lis mon manuscrit. Simon ignora, mais une nuit, curieux, il téléchargea les chapitres. Les mots de Théo le transpercèrent, une histoire d'amour filial et romantique, où le narrateur, alter ego de Théo, confessait ses faiblesses, ses trahisons comme des actes de lâcheté face à un monde homophobe persistant. Touché malgré lui, Simon hésita. La famille, sentant son tiraillement, organisa une intervention douce. Lors d'un dîner, Élise dit, on t'a rejeté pour qui tu es. Ne fais pas la même erreur. Si tu l'aimes, pardonne. Pierre ajouta, l'homme se mesure à ses chutes, pas à ses vols. Margot, sage au-delà de ses ans, glissa, frangin, vis. Pour toi. Simon craqua, pleurant dans les bras de sa mère. Le lendemain, il appela Théo, viens à Paris. On parle. La rencontre eut lieu au Café des 2 Moulins, lieu culte d'Amélie Poulain, ironie du sort. Théo arriva, pâle, un manuscrit sous le bras. Ils parlèrent des heures, des blessures, des peurs, des amours imparfaits. Je suis toxique, avoua Théo. Simon secoua la tête, nous le sommes tous. Mais ensemble, on guérit.
Pourtant, le doute persistait. Alexandre invita Simon à Marseille pour clore le chapitre. Simon y alla, train de nuit, le cœur lourd. La ville phocéenne, avec ses calanques turquoises et son vent salin, offrit un répit. Alexandre, bronzé et serein, l'emmena en bateau, pas de pression. Juste deux amis. Mais sous les étoiles, leurs corps se trouvèrent, un adieu charnel et doux. Le matin, Simon partit, reconnaissant « Tu m'as sauvé, Alex ». De retour, il affronta Théo avec vérité, « J'ai couché avec lui ». Pour clore. Théo, au lieu de rage, pleura, « Je mérite ça. Mais je t'aime plus que tout ». Ils se réconcilièrent dans un hôtel discret du Marais, corps et âme se fondant en une nuit de pardon. La famille, apprenant, réagit avec maturité surprenante. Élise invita Théo à un thé, « Apprenez de vos erreurs. Comme nous ». Pierre offrit une bière à Théo, « Sois un homme pour lui ». Simon, libéré, sentit les chaînes tomber. Mais le vrai test vint avec le printemps, Théo's roman fut accepté pour publication, mais exigeait une réécriture impliquant un voyage à New York pour interview. « Viens avec moi », proposa Théo. Simon, terrifié par les souvenirs, accepta finalement. Avant le départ, une fête familiale scella les pactes, rire, toast, une danse maladroite père-fils sur du brassens. New York, cette jungle d'acier et de rêves, assaillit Simon comme un ouragan. Ils atterrirent à JFK sous un ciel d'ardoise, la ville pulsant d'énergie brute au taxi jaune klaxonnant, gratte-ciel perçant les nuages. Théo, en terrain conquis, guida Simon à travers Manhattan, brunch au Brooklyn dîner, balade dans Central Park où les écureuils quémandaient des noix comme des mendiants effrontés. Le lancement du roman, dans une librairie chic de Greenwich Village, fut un triomphe, critiques élogieuses pour cette ode humaniste à l'amour queer en France postmoderne. Théo, rayonnant, dédia le livre à Simon sur scène, à mon pilier, qui m'a appris la force du pardon. Simon, ému, sentit les fantômes new-yorkais s'estomper. Lors d'une soirée dans un speakeasy caché, ils dansèrent collés serrés sur du jazz live, ignorant les regards curieux. Ici, on est libre, murmura Théo. Simon rit, partout, maintenant, grâce à toi. Ils firent l'amour dans leur chambre d'hôtel donnant sur l'Hudson, le skyline comme témoin scintillant de leur renaissance. Pourtant, la ville, impitoyable, testa leur lien. Une ex de Théo, ressurgissant d'un passé bisexuel, invita à un after-party. Simon, jaloux, refusa d'y aller, Théo insista, c'est professionnel. La dispute fut brève mais acerbe. Théo partit seul, revint tard, sentant le vin et le parfum d'autrui. Simon, blessé, fit ses valises, pas encore une trahison. Théo, paniqué, le retint, reste. Affronte avec moi. Le lendemain, ils parlèrent dans un parc pluvieux, sous les feuilles rousses. Théo confia sa peur récurrente, l'amour me terrifie, car je sais le détruire. Simon, vulnérable, avoua, moi aussi, j'ai peur d'être le bouc émissaire éternel. Ils pleurèrent, s'embrassèrent, et rentrèrent à Paris plus forts, le manuscrit enrichi de ses ombres. De retour en France, l'été s'annonçait clément. Simon, promu chef d'équipe, acheta un petit appartement au bord de la Marne, un havre avec jardin pour futurs barbecues familiaux. Théo, le roman best-seller, négocia un poste hybride Lyon-Paris. La famille, transformée, organisa un pique-nique à Versailles, Élise en robe fleurie, Pierre grillant des saucisses, les cadets en cœur joyeux. Margot, actrice en herbe, déclama un monologue sur l'acceptation, Lucien offrit à Théo un maillot de foot signé. Ce jour-là, sous les allées ombragées, Pierre prit Simon à part, j'ai été imperminable. Mais tu m'as sauvé, en me forçant à voir. Fils, je suis fier de toi, de lui, de nous. Élise, larmes aux yeux, glissa une alliance simple, pour quand vous serez prêts. De la part de la tribu. Simon et Théo, main dans la main, regardèrent le soleil couchant dorer les fontaines. Et maintenant, demanda Théo. Simon sourit, une vie. Pas parfaite, mais nôtre. Les mois suivants furent une symphonie d'équilibre. Simon, enfin, prit des vacances, un road trip en Normandie avec Théo, visitant les falaises d'Étretat, dormant dans des gîtes au toit de chaume. Ils adoptèrent un chat errant, prénommé Sartre, qui ronronnait entre eux comme un gardien ronchonnant. La famille grandit, naissance chez les jumeaux, fiançailles de Lucien. Simon, oncle gâteau, trouva dans ses rôles une joie nouvelle, sans sacrifice. Un soir d'automne, 2 ans après le chaos, Simon et Théo se marièrent civilement à la mairie du Marais,
entouré d'une centaine d'invités, famille élargie, amis du quartier, Alexandre en témoin ému. Élise lut un poème de Verlaine, Pierre, ému, porta les alliances. La réception, au bord de la Seine, fut un festin de rire et de danse, valse père-fils, discours taquins des cadets. Lors de la nuit de noces, dans leur appartement fleuri de roses, Théo murmura « Tu m'as sauvé de moi-même ». Simon, enlacé, répondit « Et toi, de l'oubli ». Paris, indifférente et éternelle, veillait sur eux. Simon, jadis pilier craquelé, était devenu un arbre, racine profonde dans la famille réparée, branche tendue vers un amour conquérant. La vie, avec ses trahisons et ses rédemptions, s'offrait comme un roman inachevé humain, imparfait, profondément beau.